Salut et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre le présent simple et le présent be-ing. Alors, on va commencer par les choses simples et on va donc parler du présent simple. C'est pas le présent, si vous voulez, qui est ancré réellement dans le moment présent. Ce présent-là, il va être assez simple au niveau de l'orthographe des verbes parce que, en fait, ça ne changera pas. Il n'y aura pas de terminaison différente, excepté, il y a une exception, pour la troisième personne du singulier. Donc, pour les pronoms he, pour il, she, pour elle, et it, quand c'est un animal ou un objet, quelque chose de plus neutre. Voilà, qui n'a pas nécessairement de genre. Donc, à part pour ce pronom personnel là, donc pour la troisième personne du singulier, où là on va mettre du coup un S à la fin du verbe. Donc par exemple, pour le verbe like, si on prend ce verbe là, le verbe to like, parce que quand c'est la base verbale, on met le to devant, donc to like, comme to be, to have, to... Pour ce verbe là, par exemple, to like, on va dire I like, you like, he likes ou she likes, it likes, we like, you like, parce que je vous rappelle que dans les pronoms personnels, il n'y a pas de tu ou de vous, c'est la même chose tout le temps, c'est you, et they like. Voilà, donc ça ne change pas. Ça, c'est un avantage monstre en anglais, c'est qu'on n'a pas besoin, à part pour la troisième personne du singulier, de penser à quelle est la terminaison en fait qu'on va devoir mettre selon le pronom personnel. Et c'est là que je me suis vite rendu compte qu'en fait l'anglais, sous certains aspects, en fait, était une langue qui était un peu plus simple à aborder, du point de vue en tout cas de la conjugaison. Voilà, en tout cas pour ce qui concerne le présent simple. Si on parle avec le troisième pronom personnel sujet, c'est qu'il faut vraiment pas oublier le S. Ne vous inquiétez pas, ça sera pas très naturel au début et peut-être même que vous allez mettre le S à des endroits où il faut pas aussi. Moi je sais, comme par exemple en français, ça arrive très souvent qu'il y a un S mais plutôt avec la deuxième personne du singulier, donc avec tu. Moi, ça pouvait arriver au début que je mélange un peu l'un ou l'autre, enfin, soit le tu, soit la troisième personne du singulier. Et du coup, plutôt mettre les S avec le you, enfin voilà. Ça pouvait arriver que je me mélange, et si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut un temps d'adaptation pour que ça devienne naturel et qu'on sache vraiment qu'à la troisième personne du singulier, il y a un S. Donc voilà, premièrement, comment en orthographie le présent simple. Donc rien de bien compliqué, il n'y a pas, les verbes irréguliers ne rentrent pas en jeu quand c'est au présent. Donc voilà, les terminaisons sont les mêmes à quelque chose près et du coup rien de très compliqué à retenir pour ce présent-là. Vous allez me dire, oui c'est bien gentil, mais quand c'est qu'on utilise ce présent-là? Parce que si on a deux, pourquoi on utilise du coup deux présents différents? Alors tout simplement parce que ce présent-là, on va s'en servir en fait pour parler de plusieurs choses. Parmi les principales, le présent simple, ça va servir pour parler premièrement d'habitude. Voilà, donc le présent simple, vous allez vous en servir quand vous allez parler de choses qui vous arrivent couramment, des choses que vous faites régulièrement dans votre vie, dans votre quotidien, ou alors pour parler d'un événement qui se répète, enfin qui est là constamment, quoi. C'est vraiment une histoire d'habitude. Par exemple, vous pouvez dire « Every Monday, I go to work » ou « Every week, I go to work ». C'est un exemple assez concret de comment on peut utiliser le présent simple pour une habitude. Mais on n'est pas obligé d'avoir un repère spatio-temporel. On n'est pas obligé de dire « every day » ou ça arrive souvent pour parler d'une habitude des fois. Mais si c'est quelque chose simplement que vous faites dans votre quotidien sans jour précis ou sans moment précis si vous voulez dans la journée, vous pouvez, si vous dites à quelqu'un tout simplement « I read books », donc je lis des livres, il va très bien comprendre que c'est une habitude et pas quelque chose que vous êtes en train de faire, mais simplement quelque chose que vous aimez faire au quotidien. C'est juste pour expliquer à la personne que c'est quelque chose que vous faites très régulièrement, donc c'est une habitude. Après, si ça peut vous aider au début, d'aller chercher des adverbes de temps, ce genre de choses pour avoir l'habitude justement d'utiliser le présent simple, faites-le. Si vous avez besoin de préciser pour être sûr d'utiliser le bon temps, faites-le, il n'y aura aucun problème. Vous pouvez dire daily pour quotidiennement, ce genre de choses par exemple. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser des aides et des repères et des mots qui vont vous aider à vous souvenir pour parler des habitudes, ça va être le présent simple, tout simplement. Ensuite, le présent simple, on va s'en servir pour parler de vérité générale. Alors qu'est-ce qu'on entend par vérité générale? C'est tout simplement des faits avérés. Comme l'eau ça mouille, le feu ça brûle, le jour il fait soleil et la nuit il y a la lune. Enfin vous voyez, c'est vraiment des faits concrets et qui sont là dans un état permanent. C'est-à-dire que c'est sûr et certain, ça ne changera pas.
c'est la réalité des choses. Donc c'est ce qu'on appelle des vérités générales. On ne pourra jamais dire que l'eau ça brûle, hein, voilà. Alors ce point-là justement par rapport aux vérités générales, ça rejoint un peu cette idée des habitudes qui est que c'est quelque chose de constant en fait. C'est quelque chose qui est là, qui est présent, quotidiennement, tout le temps, qui est avéré. Une habitude, c'est un peu ça que ça implique. On peut perdre des habitudes, on peut arrêter une habitude, contrairement à une vérité générale qui, elle, est vraiment ancrée, hein, qui est vraiment là. Mais voilà, c'est toujours cette idée de quelque chose qui est constamment là. Vous voyez, quelque chose qui est ancré, qui est sur un état assez stable en fait, c'est ça. Le présent simple, c'est vraiment utilisé pour parler de quelque chose de stable. Donc par exemple, ça va aussi vous servir, et là c'est mon troisième point, ça va vous servir par exemple pour décrire quelque chose. Souvent quand on va décrire quelque chose, ça peut être par exemple un match de foot à la télé où ils vont utiliser le présent simple pour décrire les actions en cours. Ça peut être pour décrire un tableau, décrire un texte. Souvent on va utiliser le présent simple parce que c'est un état de fait. C'est pas quelque chose qui est en train de se dérouler, c'est juste une description. On n'y implique pas de sentiment, on n'y implique pas d'action sur le moment. Voilà, donc c'est peut-être que cette partie-là est un peu plus complexe et dans tous les cas, il y aura une vidéo beaucoup plus détaillée sur le présent simple à lui tout seul parce que vous verrez que ça peut intervenir dans plein de situations différentes. Mais globalement, c'est surtout dans ces situations-là qu'on va utiliser le présent simple. Donc pour quelque chose, pour un état qui est stable, donc pour décrire, pour des vérités générales, donc des choses pareilles qui sont très stables, qui sont ancrées et qui normalement ne bougeront pas. Donc ensuite, nous allons passer au présent be-ing. Alors là, je pense que vous commencez à avoir un petit peu peur parce que le présent simple, alors oui, c'était facile, il n'y a pas des terminaisons bizarres, on sait pas, voilà, ça paraît simple. Vous avez dû vous dire, mais pourquoi les Anglais, ils ont créé deux présents alors que nous, on n'en a qu'un finalement, hein? Chaque langue a sa vision des choses, sa façon de voir le monde et sa façon de fonctionner. Donc du coup, ça peut vraiment se ressentir beaucoup dans la conjugaison et c'est pour ça qu'il va y avoir des différences avec notre propre langue. Mais je vous rassure, le be-ing, c'est pas quelque chose d'horrible, on comprend parfaitement une fois qu'on a saisi le concept. Alors le présent be-ing, pour moi c'est ce que j'appellerais le vrai présent, entre guillemets. On va vraiment l'utiliser pour parler de quelque chose qui est vraiment en train de se passer. Et c'est ça la différence avec l'autre présent, c'est que celui-là de présent, il va vraiment nous servir pour parler de quelque chose qui est en train de se faire, ou qu'on est en train de faire, ou que quelqu'un est en train de faire. Et là, je vous ai répété la phrase « est en train de », parce que c'est ce qui va, en tout cas dans un premier temps, vraiment vous aider à conceptualiser en fait le présent be-ing. Pour bien comprendre ce présent-là, même si pareil, je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée à lui tout seul, parce que vous verrez que le présent be-ing peut être très complexe et peut intervenir dans des tas de situations différentes et que les linguistes continuent de travailler là-dessus pour comprendre et pour lui trouver un nom le plus correct et le plus fidèle possible. Mais au niveau où on en est aujourd'hui, je vais simplement vous parler de ça de manière très simple et de manière très résumée parce que dans le langage courant, pour l'instant, vous allez seulement avoir besoin de ce que je vais vous dire juste après. En fait, il s'appelle be-ing tout simplement parce que après le pronom personnel sujet, vous allez avoir le verbe être, qui là n'aura pas une fonction de verbe, donc ne va pas signifier être, même si du coup être en train de faire ça peut vous aider, mais ce sera bien un auxiliaire. Donc les auxiliaires, on en a déjà vu un dans des précédentes vidéos et c'était do. Et là on en voit un deuxième qui est be. Ça sert à aider un autre verbe dans une construction qui est plus complexe, donc une construction qui est composée la plupart du temps. Pensez tout simplement au métier auxiliaire de vie. C'est quelqu'un qui va aider quelqu'un dans sa vie quotidienne. Et du coup, be, je vous le rappelle avec les pronoms personnels, c'est I am, you are, he, she is, we are, you are, they are. Du coup, pour en revenir à la construction du be-ing, donc vous allez avoir le pronom personnel sujet, à accorder avec l'auxiliaire be, ensuite votre verbe, et à la fin de ce verbe, peu importe comment il s'écrit, à la fin, la terminaison va être ing. Et ça va être valable pour tous les verbes. Il n'y a pas de nuance ou de différence d'orthographe en fait. Peu importe le verbe, il va s'écrire avec ing à la fin. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, va vraiment servir pour parler de quelque chose qui est en cours. Donc, quelque chose qui est en train de se dérouler. I am reading a book. C'est pas plus compliqué que ça et ça marche avec presque tous les verbes parce qu'évidemment il y a des verbes avec lesquels ça ne fonctionne pas. Donc voilà globalement la différence entre les deux parce qu'en fait vous avez un présent du coup qui est effectivement est très simple dans la façon dont on va l'orthographier, dans la façon dont il va se construire
et dans les domaines dans lesquels on va le retrouver. Et ensuite, vous avez un présent qui est un petit peu plus complexe, donc qui est le présent be-ing, et du coup qu'on va retrouver pour vraiment, pour le coup, parler du présent, donc de quelque chose qu'on est vraiment en train de faire au moment où on le dit. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu répondre à certaines de vos interrogations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous attends toujours dans les commentaires chaque semaine. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, je vous invite à mettre un pouce bleu. En tout cas, je vous donne rendez-vous toujours le vendredi à 18 h la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas de pratiquer votre anglais. Bye bye!